Bonjour, donc variation de vitesse deuxième partie. Voici la photographie d'un variateur de vitesse. Il s'agit d'un Micromaster 420, comme celui dont vous disposez à l'atelier. D'ailleurs celui que vous allez utiliser pour câbler le déchiquetique et permettre la variation de vitesse du broyeur. Donc, comment c'est foutu un variateur de vitesse? On va voir un peu déjà comment le brancher, d'une part, et comment ça fonctionne, et puis quels sont les accessoires qu'on peut y adjoindre. Et enfin, dans une dernière partie, que nous verrons sans doute ultérieurement, comment le programmer et changer les paramètres. Car on verra qu'il est piloté par un ordinateur à l'intérieur qu'on peut programmer. Donc voici des variateurs de vitesse dans leur environnement. Donc un variateur de vitesse, ça se situe en général à l'intérieur d'une armoire électrique, confinée au même titre que les composants électriques, comme par exemple les disjoncteurs ou les contacteurs, dans une armoire électrique, puisque il circule quand même du 380 volts dedans. Si on démonte la façade du variateur de vitesse, alors je vous remonte quand même rapidement l'image ici, si on appuie sur ce petit bouton qui est ici, on peut extraire la façade et accéder aux vis sur lesquelles on pourra brancher les différents fils de puissance et de commande du variateur de vitesse. Vous voyez à l'intérieur, donc ici apparaissent des grosses vis qui vont certainement servir à brancher la puissance, 380 volts, et puis ici les petites vis qui vont servir à brancher les éléments permettant de le commander, comme des boutons tournants, des boutons de marche, les boutons poussoirs tout à fait standards, ou des voyants, et puis même un potentiomètre permettant de régler la vitesse. On va voir ça un tout petit peu plus tard. Voici une autre image de l'intérieur issue de la documentation. Voici encore une image issue de la documentation où l'on voit plutôt les vis qui servent à brancher la puissance. On reconnaît ici les lignes L1, L2, L3 qui ne sont ni plus ni moins que les trois phases du courant EDF triphasé. On voit aussi que si on était chez nous avec du courant 220 volts, on pourrait aussi le brancher, puisque si vous branchez la phase à cet endroit-là, L, et le neutre à cet endroit-là, vous pouvez utiliser le variateur de vitesse et même fabriquer du courant 380 volts triphasé. On voit qu'ici, nous avons les trois vis qui vont cette fois-ci vers le moteur, qui sont repérées UVW, c'est comme ça qu'on sait que ça va au moteur. Et donc on va brancher ces trois vis vers le moteur. Ici on aperçoit des vis marquées DC-, DC+, donc du courant continu. Alors on verra peut-être dans la documentation à quoi ça sert. Ne pas oublier bien sûr de brancher les fils de terre sur ces bornes-là. Ici on voit que sur ces bornes-là on peut brancher PE, le fil de protection électrique vert jaune. Ici une autre version du variateur qui correspond d'ailleurs à la nôtre, L1, L2, L3, UVW qui vont vers le moteur, DC+, DC-, ça doit être du courant 24 volts qu'on va pouvoir utiliser sans doute pour le circuit de commande. Voici d'ailleurs les bornes, un zoom sur les bornes du circuit de commande du variateur. On voit qu'elles sont numérotées, 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 15. Alors, à quoi correspondent ces bornes? Eh bien, si l'on regarde le schéma bloc issu de la documentation, nous en saurons un peu plus. Alors, c'est assez difficile à comprendre d'un premier abord, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très simple à utiliser. On va commencer par le haut. On voit qu'ici, le fil vert jaune PE est branché à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, sur le variateur, le vis du variateur. On voit ici qu'il y a les trois phases. Alors, on voit que ces trois phases, pourquoi? Parce que alors on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul fil ici qui alimente le variateur, mais en fait on voit qu'il y a trois traits ici, ce qui signifie qu'en fait ce seul fil ici en fait en représente trois. Trois phases, L1, L2, L3 qu'on a vu, sont branchés aux endroits qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont dans un élément électronique à l'intérieur du variateur qui va transformer ce courant triphasé 50 Hz en courant continu. Courant continu d'ailleurs qu'on pourra récupérer sur les bornes DC+, et DC-. Ils vont ensuite être filtrés, puis passer dans un onduleur, c'est un autre composant électronique, qui va cette fois-ci transformer le courant continu en courant triphasé alternatif. Alors, c'est complètement idiot, vous allez me dire, de transformer du courant triphasé alternatif en courant continu, puis ensuite de le transformer en courant triphasé courant continu. Oui, c'est vrai, sauf que on va pouvoir le refabriquer en lui donnant n'importe quelle fréquence. Parce que vous voyez qu'ici, à l'intérieur, il y a un module que pourrait représenter ici de façon schématique qui s'appelle CPU. CPU, c'est Computer Power Unit, ça veut dire un ordinateur finalement. Un ordinateur spécialisé qui va pouvoir donc piloter ce composant électronique pour fabriquer un courant continu par programmation avec une fréquence quelconque.
aussi bien entre 0 et 100 Hz. Je ne sais pas exactement quelles sont les possibilités de ce variateur, mais en général c'est ça, quoi. On voit aussi que donc, ce CPU admet en entrée un certain nombre d'informations, de capteurs. Alors on va les regarder de plus près. Alors ici, on voit qu'il y a des bornes numérotées qui vont jusqu'à 15, comme c'est étrange. Hein, donc on va pouvoir, alors si je remets ici, vous voyez, ça correspond à ça. Alors, je peux par exemple brancher sur les entrées 1, 2, 3, 4 un potentiomètre. Un potentiomètre, c'est une résistance variable donc sur laquelle je vais pouvoir agir avec mes doigts et pour faire varier la résistance entre 0 et puis de 4,7 kΩ. Ce qui va me permettre de créer ici un courant, comme le potentiomètre est branché sur 0,10 volts, qui va me permettre de créer ici un courant qui sera variable entre 0 et 10 volts. Alors regardons à quoi ressemble un potentiomètre. Donc un potentiomètre, voilà, un potentiomètre, vous en connaissez tous, sur le chez Nifi par exemple, vous avez des potentiomètres, ce sont des boutons tournants, hein, pour régler le volume par exemple. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On voit qu'un potentiomètre, il y a 3 fils hein, qui sortent du potentiomètre. Donc quand vous achèterez un potentiomètre pour le brancher sur le variateur, il ressemblera à ça, il ne restera plus qu'à souder les fils et à les brancher aux emplacements prévus à cet effet. Alors regardons les emplacements prévus à cet effet. Bien, vous voyez qu'à la sortie du potentiomètre, là, c'est ici le potentiomètre, j'ai bien 3 fils. Un qui va sur le 10 volts, un qui va sur la borne 4, et celui du milieu, enfin il va sur la borne 4 et la borne 2, il faudra le brancher ici, et celui du milieu va sur la borne 3. Voilà comment on branche le potentiomètre sur le CPU. Alors là, je vais tourner avec mes gros doigts, je vais faire varier donc le courant ici entre 0 et 10 volts, et si bien sûr le CPU reçoit 0 volts ici, bien, il va fabriquer un courant ici en sortie, qui sera un courant triphasé à 0 Hz. Le moteur va s'arrêter. Si par contre je mets 10 volts, hein, c'est-à-dire je tourne le gros bouton avec mes gros doigts au maximum, je vais donc fabriquer ici un courant de 10 volts, le CPU recevant cette information va créer peut-être, selon sa programmation en fait, hein, peut-être un courant triphasé de 100 Hz. Ce qui fait que mon moteur asynchrone tournerait à, si je calcule bien, 6000 tours minute. Si c'est un moteur à une paire de pôles. Qu'est-ce que nous pouvons brancher maintenant sur les bornes 5, 6, 7? Alors on voit qu'on peut brancher ce qu'on appelle des entrées tout ou rien. C'est-à-dire des interrupteurs, ou enfin pas des interrupteurs, des contacts. Alors ça peut être des contacts qui sont par exemple en général qui vont servir pour définir la marche avant et la marche arrière. Je vais par exemple mettre un contact ici, je crois qu'en réglage usine, le contact qui est ici, sur la borne 5, c'est le contact qui dit quand on le ferme, qui fait tourner le variateur en marche avant, le moteur en marche avant. Et si je ferme le 2 ici, eh bien ça va faire tourner le moteur en marche arrière. Alors, généralement, il est de bon ton, tout simplement, d'utiliser un bouton tournant, comme ça. Donc, dans un sens, eh bien, je vais actionner ce contact, qui sera relié à la sortie 5, enfin à l'entrée 5 de mon variateur. Et puis, dans l'autre sens, il va actionner un autre contact normalement ouvert, qui lui va faire fonctionner le moteur, qui sera branché sur l'entrée 6, va faire fonctionner le moteur en marche arrière. Donc, dès qu'on mettra en route, dès qu'on enverra du courant ici, le variateur fournira un courant soit dans un sens, soit dans l'autre pour le moteur. Alors on voit que donc, si par exemple je devais brancher mon bouton tournant ici, eh bien j'utiliserai, voilà, je le brancherai comme ça, donc je brancherai par exemple un fil qui provient du 8 sur une des bornes d'un des contacts, et puis l'autre borne du contact irait sur l'entrée 5, et puis je reprendrai un fil de l'entrée 8, de la borne 8 ici, pour aller sur le deuxième contact, et qui lui sortirait vers le contact 6. Et voilà, j'ai fait mon opération marche avant, marche arrière. Qu'est-ce qu'on observe d'autre ici? On observe cette fois-ci, alors là ce ne sont plus des capteurs en entrée, mais c'est en sortie. On obtient, alors là je ne connais pas vraiment le fonctionnement de ce truc-là, mais ici, vous voyez, là, l'ordinateur va créer un courant qui variera entre 0 et 20 mA
un courant sur lequel on pourra mettre, pourquoi pas, un voyant, une aiguille par exemple, qui reflètera la vitesse du moteur. Hein, donc ça, ça permet de visualiser bien le fonctionnement du variateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Bon, il y a d'autres petites options, d'autres petites choses. Enfin, l'essentiel, alors ça c'est quoi ça? Après, il faut regarder la documentation pour voir ce qu'on peut faire. Souvent, les variateurs peuvent permettre d'allumer une lampe. Ici, il doit y avoir une sortie tout ou rien, ça doit être ça. Hein. Et une lampe qu'on peut allumer, je ne sais pas, quand on atteint un certain nombre de tours. Alors ça, après, il faut programmer, c'est dans les paramètres du variateur. Ou alors, quand il y a un défaut quelconque, la lampe s'allume, par exemple. Si le courant, s'il y a une surcharge de courant, des choses comme ça. Toutes choses qu'on peut faire par programmation. Donc voilà, on peut retrouver dans la documentation la façon de brancher un potentiomètre, la façon de brancher des entrées tout ou rien, TOR. Et puis nous en avons terminé avec cette petite partie. Maintenant on va examiner un peu comment on peut faire pour maintenant câbler un variateur de vitesse. Donc un moteur asynchrone, en général, il est câblé de cette manière. C'est-à-dire on utilise des dispositifs électriques pour le faire fonctionner. Ils vont d'abord servir à le condamner, c'est-à-dire en général ce sont des interrupteurs sectionneurs qui se situent sur les côtés de la machine. Il y a toujours dans le circuit du moteur quelque chose qui le protège contre les courts-circuits, souvent des fusibles ou des disjoncteurs. Et puis établir et interrompre l'énergie, ça c'est le contacteur qui va donc faire tourner le moteur ou non. Et protéger contre les surcharges, on utilise des relais thermiques ou des disjoncteurs magnétothermiques. Donc, les solutions technologiques traditionnelles, et même anciennes, c'était par exemple un sectionneur porte-fusible, un contacteur, un relais thermique. Ensuite, on a utilisé un disjoncteur magnétique pour remplacer le sectionneur porte-fusible, et puis le même système, c'est la solution, une solution à 110 €. Ensuite, on a utilisé un disjoncteur magnétothermique qui lui remplace à la fois le relais thermique et le disjoncteur magnétique dans un seul composant. C'est souvent les solutions les plus modernes. Et encore plus moderne, un disjoncteur intégral qui lui regroupe les trois fonctions. Contacteur, protection magnétique contre les courts-circuits et protection thermique contre les surcharges. Ça vaut un peu plus cher. On peut utiliser bien évidemment aussi un variateur de vitesse, parce que ça ce sont les solutions où on n'utilise pas de variateur de vitesse. Donc, le variateur de vitesse, on va le câbler exactement comme dans cette configuration, c'est-à-dire on aura une protection, un disjoncteur magnétique, un contacteur, et à la place du relais thermique, on va mettre le variateur de vitesse. Le variateur de vitesse servant, lui, de protection thermique, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il sait combien de courant passe dans les fils qui sont à destination du moteur, il peut donc décider de le couper si jamais le courant devient trop important. Donc il a cette fonction de protection contre les surcharges qui est intégrée. Alors comment câbler un variateur? Donc voici un exemple avec un Altivar 18. Donc, pour ceux qui sont peu familiers avec les schémas électriques, je les invite à voir d'autres tutoriels plus simples. Mais ceux qui ont déjà quelques cultures en la matière observeront, d'une part, alors voici le schéma bloc de l'Altivar. On reconnaît aussi, de la même façon que sur le Micromaster, des repères L1, L2, L3, UVW. Bon, les repères sont un peu différents en ce qui concerne les entrées TOR ici. C'est plus 15, 14, 9, machin. Pour comment s'appelle-t-il, le potentiomètre, on voit que c'est un peu différent aussi, mais bon, c'est la même fonction, la même chose. Alors, pour faire fonctionner ça, donc je réalise, alors là il faut réaliser une fonction sécurité sur l'Altivar, il faut relier deux fils ici. Je vais fermer les disjoncteurs Q1, Q2 qui protège le transformateur, Q3 qui fait partie du circuit de commande, et ensuite je vais appuyer sur le bouton marche tout simplement. Et qu'est-ce que va-t-il se passer? En fait, le courant va circuler dans cette bobine. Voilà. Cette bobine va fermer le contacteur principal qui va alimenter le variateur, et là le moteur est en train de tourner. Bon, voilà comment ça fonctionne. Il va falloir donc pour alimenter un moteur avec un variateur, utiliser donc un disjoncteur, un contacteur piloté par un circuit de commande assez simple. Vous voyez qu'il y a un arrêt d'urgence, un bouton marche,
Et puis, on peut rajouter aussi un bouton arrêt et un variateur où les fils seront branchés sur les bornes adéquates. Voilà. Hop. Voilà, ça devient compliqué. On va s'arrêter là. Donc, dans une troisième partie, nous verrons plus spécifiquement comment réaliser le câblage sur le déchiquetique avec un variateur de vitesse Micromaster 400. Merci de votre attention.